C'est Elisabeth ici. L'enveloppe est arrivée un mardi matin. Courrier recommandé. Mon nom tapé en lettres froides et impersonnelles sur le devant. À l'intérieur se trouvait un procès-verbal de 47 pages déposé par mon père, Richard Thompson, réclamant 4,2 millions de dollars pour des actifs familiaux volés et une utilisation non autorisée des ressources de l'entreprise familiale. Je l'ai lu une fois, puis une seconde fois. Selon la plainte, j'aurais détourné des fonds d'une entreprise familiale pour laquelle je n'avais jamais travaillé, volé un héritage qui n'avait jamais existé et escroqué mes parents d'investissements qu'ils n'avaient jamais fait. La page 23 contient ma section préférée. La défenderesse manque de la finesse financière, du sens des affaires ou des ressources pour opposer une opposition significative à ces allégations. Un jugement sommaire est recommandé compte tenu de l'incompétence démontrée de la défenderesse en matière financière. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Leur avocat est un ami de la famille. Mitchell et Ross n'ont jamais perdu un procès. Signez simplement les documents de règlement lorsqu'ils arriveront. J'ai posé mon téléphone et j'ai contemplé le paysage urbain de Seattle depuis la fenêtre de mon appartement. Ils n'avaient aucune idée de qui ils poursuivaient, mais ils étaient sur le point de le découvrir. J'ai été la déception de la famille aussi loin que je me souvienne. Mon frère aîné David était l'enfant d'or. Harvard Law, associé dans un cabinet prestigieux à 32 ans, marié à une chirurgienne, 2 enfants parfaits, le fils que mon père voulait vraiment. Ma petite sœur Amanda était la princesse, cadre marketing dans une entreprise du Fortune 500, fiancée à un capital risqueur, la fille qui s'est mariée en haut de l'échelle et a rendu maman fière lors des déjeuners au country club. Et puis il y avait moi, Emma. La bizarre qui était allée dans une université d'État au lieu d'une Ivy. Celle qui travaillait dans un truc financier que personne ne pouvait vraiment expliquer lors des dîners. Celle qui conduisait une Honda de 7 ans et vivait dans un appartement modeste au lieu du manoir de banlieue que mes frères et sœurs préféraient. Emma travaille avec des chiffres. Maman disait avec dédain lors des réunions de famille, comme si la comptabilité était à peine au-dessus du travail de concierge en termes de respectabilité. Papa était plus direct. Ma fille gaspille son potentiel à faire de la paperasse pour l'argent des autres. Aucun d'eux n'avait jamais demandé ce que je faisais réellement. S'ils l'avaient fait, ils auraient peut-être appris qu'à 29 ans, j'étais vice-présidente senior de la stratégie d'investissement chez Cascade Wealth Management, l'une des plus grandes sociétés de capital investissement du Nord-Ouest Pacifique. Ils auraient pu apprendre que je gérais personnellement un portefeuille d'une valeur de 840 millions de dollars. Ils auraient pu apprendre que ma paperasse impliquait de conseiller des milliardaires, des family office et des investisseurs institutionnels sur la manière de déployer leur capital. Ils auraient pu apprendre que ma valeur nette personnelle s'élevait à 127 millions de dollars, mais ils n'ont jamais demandé, et je ne leur ai jamais dit, non par méchanceté, mais par stratégie. J'avais appris très tôt que ma famille traitait l'argent comme du sang dans l'eau. Lorsque ma grand-mère est morte et m'a laissé 50 000 dollars pour l'université, mes parents en ont emprunté 30 000 pour le mariage d'Amanda et ne les ont jamais remboursés. Lorsque j'ai reçu une prime de signature de 10 000 dollars pour mon premier vrai emploi, papa m'a dit que je devais à la famille au moins la moitié pour m'avoir élevé. Alors, j'ai appris à être invisible. J'ai appris à paraître pauvre. J'ai appris à les laisser croire que je luttais pendant que je construisais un empire qu'ils ne pouvaient pas toucher. Je ne me cachais pas. J'observais. Et au fil des années, j'avais tout vu. Ma carrière s'était bâtie sur la patience, la précision et un timing parfait. Après avoir obtenu un diplôme en finance de l'Université de Washington, juste une école d'État, comme papa aimait le rappeler, j'ai rejoint une petite société d'investissement en tant qu'analyste junior. Je travaillais 80 heures par semaine. J'ai tout appris. J'ai noué des contacts. À 24 ans, j'avais été recruté par Cascade Wealth Management. À 26 ans, je gérais mon premier fonds. À 28 ans, je supervisais des portefeuilles institutionnels. L'argent est arrivé progressivement. Puis soudainement, un bonus de 500 000 dollars ici, une incitation de performance de 1,2 million de dollars là, des options d'achat d'actions qui sont devenues effectives au bon moment, des intérêts portés sur des fonds qui dépassaient leurs références. Je vivais modestement, j'investissais agressivement, je capitalisais sans relâche. Pour mon 29e anniversaire, mon portefeuille personnel avait dépassé les 100 millions de dollars. Ma famille n'en savait rien. Pour eux, j'étais toujours Emma, celle qui travaille sur des tableurs et gagne probablement 60 000 dollars par an et qui aurait vraiment dû épouser cette comptable qu'elle sortait avec à l'université.
J'assistais au dîner de famille et ne disais rien pendant qu'ils discutaient de leurs derniers achats. Je souriais poliment quand Amanda se vantait de sa bague de fiançailles d'une valeur d'au moins 40 000 $. J'acquiesçais quand David parlait de sa maison de vacances à Aspen. Je ne mentionnais jamais mon propre portefeuille immobilier, un penthouse à Seattle, une maison de plage à Maui, et un chalet de ski à Whistler. Je ne mentionnais jamais ma collection d'art, soigneusement organisée avec des pièces d'artistes émergents qui avaient depuis explosé en valeur. Je ne mentionnais jamais que j'avais été présenté dans l'édition Finance du Forbes 30 Under 30 ou que je parlais régulièrement lors de conférences ou que des investisseurs institutionnels m'emmenaient en première classe à New York et à Londres pour obtenir mes conseils. Je gardais tout secret parce que je savais qu'au moment où ma famille apprendrait que j'avais de l'argent, ils le voudraient. Je ne m'attendais tout simplement pas à ce qu'ils me poursuivent pour cela. La plainte contenait des allégations de plus en plus absurdes. J'aurais détourné des fonds de l'entreprise familiale malgré le fait de ne jamais avoir travaillé pour aucune entreprise familiale. J'aurais soi-disant volé l'héritage de ma grand-mère, même si elle m'avait laissé exactement 50 000 $ dans un testament qui avait été homologué et distribué il y a des années. J'aurais soi-disant escroqué mes parents d'investissements promis, des investissements qui n'existaient que dans leur imagination. Il a fallu 3 appels téléphoniques pour comprendre ce qui se passait réellement. Le premier appel était à ma cousine Rachel, qui était restée neutre dans la politique familiale. L'entreprise de ton père s'effondre, dit-elle doucement. Sa société immobilière commerciale a une dette de 8,3 millions de $. Ils ont des paiements d'échéance dans 60 jours. S'ils ne paient pas, ils perdent tout. Le deuxième appel était à un ami qui travaillait dans le secteur bancaire. Richard Thompson. Oui. Il est venu nous voir pour un prêt le mois dernier, il voulait 5 millions de $. Nous avons examiné ses états financiers et disons simplement que nous avons refusé. Le troisième appel était à Sarah, l'épouse de mon frère David, qui avait toujours été gentille avec moi. David m'a dit de ne pas m'en mêler, dit-elle prudemment. Mais Emma, ils pensent que tu es riche. Quelqu'un a vu un article sur toi dans un magazine financier. Ils pensent que tu leur caches de l'argent. Ton père a même dit, si Emma a une fortune, elle appartient à cette famille. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une question de justice. C'était de la désespérance. L'entreprise de papa faisait faillite. Il avait besoin d'argent. Et au lieu de me le demander, au lieu d'admettre qu'il s'était trompé sur moi toutes ces années, il a décidé de prendre ce qu'il pensait que j'avais. Le procès n'était pas une stratégie juridique. C'était un racket. Il supposait que je réglerais à l'amiable plutôt que d'exposer mes finances au tribunal. Ils supposaient que j'aurais trop honte de me défendre. Ils se sont trompés. J'ai appelé mon avocat, Marcus Chin, associé dans le cabinet de contentieux le plus prestigieux de Seattle. Emma, cette plainte est absurde, a-t-il dit après l'avoir lue. Il n'y a aucune base légale pour aucune de ces allégations. Nous pouvons la faire rejeter. Je ne veux pas qu'elle soit rejetée, dis-je, je veux un procès. Un procès, Emma. C'est cher et long, et je veux qu'il voie tout. J'ai dit, chaque actif, chaque compte, chaque petite chose que vous avez dit que je n'atteindrai jamais. Je veux que cela soit versé au dossier public. Je veux qu'un juge voie exactement qui a déposé cette poursuite frivole et pourquoi. Marcus est resté silencieux un instant. Ensuite, d'accord, détruisons-les. Nous avons passé 3 semaines à nous préparer. Marcus a assigné mes dossiers d'emploi de Cascade Wealth Management, montrant mon titre, mon historique de rémunération et mes évaluations de performance. Nous avons rassemblé les relevés de mes comptes de portefeuille, comptes courants, comptes d'épargne, comptes d'investissement, relevés de courtage, biens immobiliers, comptes de retraite. Nous avons compilé mes déclarations de revenus pour les 7 dernières années, montrant un revenu déclaré allant de 780 000 à 3,2 millions de $ par an. Nous avons recueilli la documentation de chaque actif, titre de propriété, titre de voiture, certificat d'action, accord de partenariat. Nous avons préparé des témoignages d'experts de comptables médico-légaux qui retraceraient chaque dollar que j'avais jamais gagné jusqu'à des sources légitimes. Et puis Marcus a passé un appel que je n'oublierai jamais. Mademoiselle Parker, ceci est Marcus Chin. Je représente Emma Thompson dans une affaire civile. Je comprends que vous êtes la présidente de la First National Bank où Emma détient plusieurs comptes. Oui. J'appelle pour demander si vous seriez disposé à témoigner sur la nature et la valeur de ces comptes. Vous le seriez?
Excellent. Je vous enverrai la convocation. Il a raccroché et m'a souri. La présidente de votre banque est prête à comparaître personnellement au tribunal pour authentifier vos relevés de portefeuille. Elle a dit que toute tentative de prétendre que vous n'êtes pas financièrement sophistiqué est diffamatoire envers l'une de ses meilleures clientes. J'ai souri en retour. Quand est l'audience? Dans 2 semaines. Parfait. L'audience était prévue à 9 h un jeudi à la Cour supérieure du comté de King. Je suis arrivé à 8 h 45 vêtu d'un tailleur gris anthracite Armani qui coûtait plus que ce que mon père pensait que je gagnais en un mois. Mes cheveux étaient tirés en un chignon simple. Pas de bijoux à part une montre Patek Philippe qui était un cadeau que je m'étais faite lorsque mon portefeuille a franchi pour la première fois les 50 millions de dollars. Marcus m'a rejoint devant la salle d'audience. Ils sont déjà à l'intérieur. Toute ta famille est venue. Bien, ai-je dit. Qu'il regarde. Nous sommes entrés dans la salle d'audience. Papa était assis à la table du plaignant avec son avocat, un homme nommé Gerald Ross de Mitchell et Ross. Papa portait son costume d'homme d'affaires important dans son arrogance. Maman était assise dans le public derrière lui, chuchotant à Amanda. David était assis à côté de sa femme, l'air mal à l'aise. Ils m'ont tous fixé alors que je marchais vers la table du défendeur. Les yeux de maman se sont posés sur mon tailleur, ma montre, ma mallette en cuir. J'ai vu la confusion vaciller sur son visage. Le huissier a demandé à tout le monde de se lever pour l'honorable juge Patricia Morrison. Juge Morrison était une femme d'une 60aine d'années avec des yeux perçants et une réputation de ne pas tolérer les sottises. Elle avait été avocate pendant 20 ans avant d'être nommée juge. Elle a pris place et a examiné le dossier de l'affaire. Thompson contre Thompson. Ceci est une audience sur la requête en jugement sommaire du plaignant et la requête reconventionnelle en rejet avec sanction de la défenderesse. Gerald Ross s'est levé. Votre honneur, c'est une affaire simple. La défenderesse a détourné des actifs familiaux. Et M. Ross a interrompu la juge Morrison. J'ai lu votre plainte. J'ai également lu la réponse de la défenderesse. Avant de procéder, j'aimerais comprendre la base factuelle de vos allégations. Quels actifs spécifiques mademoiselle Thompson aurait-elle détournés? Gerald avait l'air contrarié. Votre honneur, les fonds de l'entreprise familiale qui? Quelle entreprise? Mademoiselle Thompson n'a jamais été employée par aucune entreprise appartenant au plaignant. Eh bien, l'héritage, cet héritage de Sarah Thompson, la grand-mère de la défenderesse, qui a été correctement homologué en 2018 et distribué conformément au testament. Votre honneur, c'est le principe Monsieur Ross. Je demande des faits, pas des principes. Quels actifs documentés spécifiques prétendez-vous que la défenderesse a volés? Gerald a regardé mon père. L'expression confiante de papa commençait à se fissurer. Votre honneur, dit Gerald lentement. Nous croyons que la défenderesse a caché des actifs importants qui appartiennent légitimement à la famille et a caché des actifs. La juge Morrison a regardé par-dessus ses lunettes qui la défenderesse à 29 ans et est financièrement indépendante. Elle n'a aucune obligation légale de divulguer ses finances personnelles à ses parents. Mais votre honneur, le plaignant a-t-il des preuves documentées que les actifs de la défenderesse ont été obtenus par des moyens illégaux? Non, votre honneur, mais le plaignant a-t-il des preuves que la défenderesse a signé un accord pour partager ses revenus avec la famille? Non, votre honneur, mais la famille a certaines attentes. Monsieur Ross, la voix de la juge Morrison était de la glace. Ce tribunal traite de la loi, pas des attentes. Avez-vous une base légale pour ce procès, quelle qu'elle soit? La salle d'audience était silencieuse. Gerald Ross ressemblait à un homme qui venait de réaliser qu'il se tenait dans du sable mouvant. Votre honneur, dit-il faiblement. Si nous pouvions simplement examiner la situation financière de la défenderesse, je suis sûr que nous pourrions démontrer. Oh, nous allons absolument examiner la situation financière de la défenderesse. La juge Morrison dit, Mademoiselle Chin, je suppose que vous avez préparé la documentation. Marcus se leva. Oui, votre honneur, et nous avons un témoin qui peut authentifier le portefeuille de la défenderesse. Procédez. Marcus fit un signe de tête au huissier qui ouvrit les portes de la salle d'audience. Christine Parker entra. Elle avait 53 ans, était impeccablement vêtue et rayonnait de l'autorité tranquille qui vient de la gestion d'une institution financière de plusieurs milliards de dollars.
La bouche de ma mère tomba ouverte. Christine s'approcha du banc, prêta serment et monta sur le témoin. Mademoiselle Parker, commença Marcus, veuillez indiquer votre nom et votre profession au dossier. Christine Parker, je suis présidente et chef de la direction de la First National Bank, région Nord-Ouest. Et à ce titre, avez-vous connaissance des relations bancaires de la défendresse Emma Thompson avec votre institution? Oui. Mademoiselle Thompson est cliente de la First National depuis 7 ans. Compte tenu de la taille de son portefeuille, je supervise personnellement ses comptes. Pouvez-vous décrire la nature de ces comptes? Christine sourit légèrement. Mademoiselle Thompson détient plusieurs comptes auprès de notre institution. Un compte courant principal, un compte d'épargne à haut rendement, 3 portefeuilles d'investissement et un compte de fiducie immobilier commercial. Et la valeur totale de ces comptes? Christine sortit un document relié. Au cours de la clôture des marchés d'hier, la valeur totale des comptes d'Emma Thompson à la First National Bank est de 127 382 441,67 $. Le nombre est resté en suspens dans l'air comme une bombe. Le visage de papa devint complètement blanc. Maman laissa échapper un son comme si elle avait reçu un coup de poing. Les yeux d'Amanda étaient immenses. David essayait de réconforter sa femme, qui avait l'air mortifiée. Juge Morrison se pencha en avant. Je suis désolé. Avez-vous dit 127 millions de $? Oui, votre honneur. Christine tendit le document au huissier qui le passa au juge. Ceci est un relevé certifié de tous les comptes. Chaque dollar est documenté, sourcé et obtenu légalement grâce à l'emploi et aux investissements de Mademoiselle Thompson. Juge Morrison examina le document. Ses sourcils se haussèrent à chaque page. Mademoiselle Parker, continua Marcus, de votre opinion professionnelle, décririez-vous la défendresse comme financièrement peu sophistiquée ou manquant de ressources pour opposer une opposition significative? Comme indiqué dans la plainte du plaignant, Christine rit. Absolument pas. Mademoiselle Thompson est l'une des clientes les plus financièrement sophistiquées avec lesquelles j'ai jamais travaillé. Elle est cadre supérieur dans l'une des meilleures sociétés d'investissement de la région. La décrire comme financièrement peu sophistiquée reviendrait à qualifier un neurochirurgien d'incompétent médicalement. Merci, Mademoiselle Parker. Aucune autre question. Juge Morrison regarda Gérald Ross. Contre-interrogatoire. Gérald secoua simplement la tête sans un mot. Mademoiselle Parker, vous pouvez vous retirer. Juge Morrison attendit que Christine parte, puis se tourna vers mon père. Monsieur Thompson, saviez-vous que votre fille avait plus de 127 millions de $ d'actifs lorsque vous avez intenté cette action en justice? Papa ne pouvait pas parler. Il se contenta de secouer la tête. Avez-vous fait le moindre effort pour vérifier les allégations de votre plainte avant de la déposer? Un autre hochement de tête. Aviez-vous la moindre preuve que votre fille avait obtenu sa fortune par des moyens illégaux? Non, murmura papa. L'expression de la juge Morrison devint de pierre. Monsieur Ross, votre client a déposé une action en justice complètement frivole contre sa propre fille, faisant des allégations diffamatoires sur sa compétence financière tout en réclamant de l'argent qu'elle a gagné grâce à son propre travail et à ses compétences. Cette plainte allègue le vol d'actifs qui n'ont jamais existé, le détournement de fonds d'une entreprise pour laquelle elle n'a jamais travaillé et la fraude dans des transactions qui n'ont jamais eu lieu. Elle frappa son marteau. J'accorde la requête en rejet de la défendresse avec préjudice. De plus, je sanctionne le plaignant à hauteur de 50 000 $ pour avoir déposé une poursuite frivole à verser à la défendresse dans les 30 jours. Monsieur Ross, je renvoie cette affaire au barreau de l'État pour examen de votre conduite professionnelle. Et Monsieur Thompson, si vous déposez un autre procès comme celui-ci, je vous tiendrai pour outrage au tribunal. Le marteau tomba. Cette audience est ajournée. La salle d'audience s'emballa. Papa resta figé à la table du plaignant, le visage couleur de cendre. Maman pleurait, mais pas des larmes de tristesse, des larmes de colère, d'humiliation. Amanda avait la tête dans les mains. David essayait de réconforter sa femme, qui avait l'air mortifiée. Je me levai calmement, rassemblai ma mallette et marchai vers la sortie. Emma. La voix de papa se brisa. Emma, attends. Je me retournai. Il trébucha vers moi. Gérald Ross essayait de le retenir. Tu as 127 millions de $. La voix de papa était rauque.
Comment? Tu travailles juste dans la finance. Comment as-tu autant d'argent? Je l'ai gagné, dis-je simplement, de la même manière que tu étais censé gagner le tien, par le travail. Mais vous ne nous avez jamais rien dit, à nous ta famille. Vous auriez dû, dis-je, gardant une voix égale. Aurais-je dû vous le donner? Comme le fonds universitaire que tu as volé. Comme chaque dollar que j'ai gagné et que tu as dit appartenir à la famille. Nous t'avons élevé. Nous méritons. Tu ne mérites rien, dis-je doucement. Tu m'as poursuivi pour 4,2 millions de dollars affirmant que je t'avais volé. Tu as écrit que j'étais financièrement incompétente. Tu as essayé de tout prendre ce que j'avais construit parce que ton entreprise a fait faillite. Mon entreprise a fait faillite parce que tu as pris de mauvaises décisions. Parce que tu t'es surendetté, parce que tu as joué et perdu. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas mon problème. Et ce n'est certainement pas ma responsabilité de réparer ça. Maman apparut à l'épaule de papa. Emma, tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. Nous avons besoin d'aide. Ton père a besoin de moi, dis-je, il a besoin d'apprendre la même leçon qu'il a essayé de m'enseigner toute ma vie. Que l'on gagne ce que l'on obtient. Tu m'as toujours dit que je n'aboutirais jamais à rien. Tu as dit que j'avais gâché mon potentiel. Tu as écarté tout ce que je faisais. Je les regardais tous les trois. Vous aviez tort sur tout. Et au lieu d'être heureux pour moi, au lieu d'être fier, vous m'avez poursuivi en justice. Nous ne savions pas, dit Amanda faiblement, si nous savions. Si vous aviez su, vous m'auriez demandé de l'argent il y a des années. Vous m'auriez traité différemment. Vous auriez fait semblant de me respecter. Et c'est exactement pour ça que je ne vous ai jamais rien dit. Je me tournai vers Marcus. Nous avons fini ici. Alors que nous marchions vers les portes, David me rattrapa. Emma, attends. Je suis désolé. J'aurais dû arrêter ça. Je savais que c'était mal, mais papa était tellement sûr. Et tu es avocat. J'ai dit, tu as lu cette plainte. Tu savais que c'était des conneries, mais tu n'as rien dit parce que tu pensais qu'il pourrait y avoir de l'argent à gagner pour toi aussi. Son visage se décomposa. Ce n'est pas. Garde ça pour toi. J'ai ouvert les portes du tribunal. La décision du juge est un dossier public. D'ici demain, tout le monde dans ton cabinet saura que tu as soutenu une poursuite frivole contre ta propre sœur. Bonne chance avec ça. Je suis sorti dans le matin de Seattle. Derrière moi, j'ai entendu maman crier, papa supplier, Amanda pleurer. Je n'ai pas regardé en arrière. La sanction de 50 000 $ a été payée dans les 28 jours, 2 jours avant la date limite. L'avocat de papa, Gérald Ross, a été réprimandé par l'ordre des avocats de l'État pour ne pas avoir mené de diligence raisonnable adéquate avant de déposer la plainte. L'entreprise immobilière commerciale de papa s'est effondrée 6 semaines après l'audience. Les propriétés ont été saisies. Il a demandé la protection contre la faillite. Maman a cessé complètement de me parler, ce qui était honnêtement un soulagement. Amanda a envoyé un seul SMS. Ça valait la peine de détruire ta famille? Je n'ai pas répondu. David a envoyé un courriel formel s'excusant et demandant si nous pouvions reconstruire notre relation. Je l'ai supprimé, mais Rachel, ma cousine, a appelé pour me raconter quelque chose d'intéressant. La famille a eu une réunion. Elle a dit à propos de toi. Ta tante a demandé pourquoi tu laisserais l'entreprise de ton père échouer alors que tu aurais pu la sauver. Qu'ont-ils dit? Ton oncle, tu sais, l'honnête, a dit, pourquoi sauverait-elle un homme qui l'a poursuivi en justice? Et ta mère a dit, parce que la famille est censée aider la famille. Et ton oncle a dit, tu veux dire de la manière dont Richard a aidé Emma en la poursuivant? Ce genre d'aide familiale? J'ai souri. Ça s'est passé comment? Pas très bien, mais Emma, certains d'entre eux commencent à comprendre. Pas tes parents. Ils sont trop fiers. Mais les autres réalisent qu'ils t'ont terriblement maltraité. Bien, dis-je. Peut-être qu'ils traiteront mieux le prochain bouc émissaire de la famille. 3 mois après l'audience, j'ai reçu un autre type de lettre. Celle-ci était écrite à la main par la sœur de ma grand-mère, ma grand-tante Hélène, qui avait 92 ans et avait toujours été gentille avec moi. Chère Emma, ta grand-mère aurait été si fière de toi. Non pas à cause de l'argent,
bien que Dieu sait que c'est impressionnant, mais parce que tu as construit quelque chose de réel. Tu n'as pas pris de raccourci. Tu n'as pas utilisé les gens. Tu as gagné tout ce que tu as. Elle m'a toujours dit que tu étais spécial. Elle m'a dit une fois que tu étais la seule dans la famille à comprendre la différence entre recevoir des choses et gagner des choses. Je suis désolé que ton père t'ait poursuivi. Je suis désolé que ta famille t'ait traité comme elle l'a fait. Mais je ne suis pas désolé que tu t'es battu. Certaines personnes doivent apprendre que leurs actions ont des conséquences. Continue d'être magnifique. Amour, tante Hélène. J'ai encadré cette lettre et l'ai accrochée dans mon bureau. Je travaille toujours chez Cascade Wealth Management. J'ai été promue directrice générale le mois dernier, supervisant 1,2 milliard de dollars d'actifs. Mon portefeuille personnel a atteint 138 millions de dollars. J'ai acheté une autre propriété, un vignoble dans la Napa Valley que je transforme en centre de retraite pour femmes en finance. Je fais de généreux dons à des bourses pour les étudiants de première génération et je fais du mentorat à de jeunes professionnels qui, comme moi, venaient de familles qui ne croyaient pas en eux, et je dors extrêmement bien la nuit. Le procès de ma famille m'a appris quelque chose de précieux. Que les personnes qui prétendent que vous leur devez tout sont généralement celles qui ne vous ont rien donné. Mon père voulait 4,2 millions de dollars parce que son entreprise avait fait faillite. Au lieu de cela, il a obtenu un jugement de 50 000 dollars contre lui, une réputation détruite et un dépôt de bilan. Plus important encore, il a obtenu la vérité, la fille qu'il considérait comme un échec avait construit un empire d'une valeur supérieure à tout ce qu'il verrait de son vivant. Que la fille qu'il qualifiait d'incompétente financièrement gérait plus d'argent avant midi qu'il n'en avait gagné dans sa carrière. Que la fille qu'il avait poursuivie pour vol d'actifs avait gagné chaque centime grâce à son talent, son travail acharné et son génie stratégique. Le palais de justice est à 10 pâtés de maison de mon bureau. Parfois, je passe devant pendant ma pause déjeuner. Je pense à ce moment où Christine Parker a dit 127 millions de dollars et a vu le visage de mon père devenir pâle. Je pense au marteau du juge qui tombe. Je pense à sortir de cette salle d'audience la tête haute et je souris parce que la meilleure vengeance n'est pas seulement le succès. C'est réussir si complètement que vos détracteurs ne peuvent même pas comprendre le niveau que vous avez atteint. Le procès de mon père disait que je n'avais aucune défense. Il s'avère que j'avais 127 millions de dollars.